Les histoires familiales cachent parfois derrière des portes fermées des choses difficiles à imaginer pour les étrangers. Ce qui commence comme un magnifique conte de fées amoureux peut évoluer de manière totalement inattendue. C'est précisément ce destin qui a frappé le couple Winkler, dont la vie commune est devenue le personnage principal du final dramatique de leur histoire conjugale. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre ces événements complexes qui ont changé à jamais la vie de cette famille. L'histoire a commencé en novembre 1974 dans la petite ville de Huntington, Tennessee. C'est là que le plus jeune fils, Matthew, est né dans la famille Winkler. Son frère aîné s'appelait Daniel. La ville où il vivait était très petite, moins de 5000 habitants, mais la famille Winkler y occupait une position particulière. Leur dynastie était étroitement liée à l'Église pendant 3 générations. Le grand-père de Matthew ne servait pas seulement à l'Église, mais dirigeait aussi une école de prédicateurs et avait écrit plusieurs œuvres sur la théologie biblique. Le père des garçons, Dan, a poursuivi la vocation familiale et a commencé son chemin 5 ans avant la naissance de son plus jeune fils. Encore lycéen, Dan a commencé la construction d'une petite église qu'il a terminée pendant ses études universitaires. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a rencontré sa future femme, Diana. En 1970, ils ont fondé une famille et bientôt les fils sont nés. Le service du père nécessitait de fréquents déménagements, même dans d'autres États. Cela a renforcé le caractère de tous les membres de la famille. Finalement, les Winkler se sont installés à Austin, Texas. Ici, Matthew a enfin pu fréquenter le lycée tranquillement. Le jeune homme s'intéressait au sport, particulièrement au football, et s'entraînait régulièrement à la salle de sport. Sa nature énergique et ses capacités créatives se sont exprimées dans les spectacles de marionnettes de l'église. Son caractère sociable et amical l'a rendu populaire auprès de ses pairs. Bien qu'il ne brillait pas à l'école comme son frère aîné, il était respecté dans la communauté. Après l'école, ses parents l'ont invité à servir dans l'église, ce qui est devenu sa première étape vers le rôle de pasteur. Pour sa formation ultérieure, Matthew a choisi l'université Freed-Harmon à Henderson, Tennessee, une institution moderne qui attirait les jeunes avec une vision fraîche des valeurs traditionnelles. De l'extérieur, la famille semblait parfaite, bien que le père maintint une discipline stricte et une hiérarchie claire, ce qui semblait raisonnable pour l'éducation de 2 fils. L'année 1993 a apporté de nouveaux changements. La famille a déménagé à Nashville, Tennessee, où Dan a servi pendant 11 ans. C'est là que Matthew a rencontré son destin. La modeste mais charmante étudiante Mary Carol Freeman, qui était un peu plus âgée que lui. Leur romance s'est développée rapidement. Après 3 mois, Mary a présenté son bien-aimé à ses parents. Le jeune homme a fait une excellente impression sur la famille religieuse de la jeune femme et a reçu leur bénédiction. Moins de 6 mois plus tard, Matthew lui a fait sa demande en mariage. Le couple a scellé leur relation le 20 avril 1994. Dans la famille Freeman très religieuse de Knoxville, Tennessee, Mary est née en l'an 1973. Son père, pasteur de l'Église du Christ, avait établi des règles strictes dans la famille que tous suivaient inconditionnellement. Avec le temps, la famille s'est agrandie. Patricia est née. Elle a sans fait face à de sérieux défis. Paralysie cérébrale, méningite spinale et encéphalite ont entravé son développement. Les parents ont fait tous les efforts pour aider leur fille. Grâce à leurs efforts, elle a appris à lire, même si elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle lisait. Les sœurs étaient inséparables. Mary dormait même à côté de sa petite sœur pour veiller sur son sommeil. Mary a développé un caractère calme et obéissant.
Pendant ces années d'école primaire, la famille a fait un pas important. Ils ont accueilli Shannon d'une famille nombreuse. Ses frères et sœurs vivaient chez d'autres parents d'accueil. Plus tard, tous les enfants ont été réunis avec leurs parents biologiques. Le printemps 1987 a apporté une dure épreuve dans la vie de Mary, âgée de 13 ans. Le 15 avril, Patricia a subi une crise cardiaque pendant son bain. Après cet événement, Mary a commencé à voir un psychologue scolaire pour faire face à sa douleur émotionnelle. Quand le père l'a appris, il a interdit aux spécialistes de travailler avec sa fille et a insisté sur le fait que seuls les parents devraient aider l'enfant. Sans soutien professionnel, Mary était restée seule avec ses sentiments, ce qui a conduit au développement d'un stress post-traumatique et d'autres difficultés émotionnelles. En même temps, la situation dans la famille d'origine de Shannon s'est détériorée et les services sociaux ont définitivement retiré les enfants. Les Winkler ont pu adopter officiellement non seulement Shannon, mais aussi tous ses frères et sœurs. Mary, en tant qu'aînée, aidait volontiers sa mère à s'occuper des plus jeunes. Bientôt, Mattie est entrée dans la vie de Mary. Leur premier amour était si fort que les jeunes manquaient souvent les cours pour se voir. Quand ils ont appris la grossesse attendue, ils ont quitté l'école et se sont mariés, emménageant dans un petit appartement à Knoxville, non loin des parents de Mary. Mattie a trouvé du travail dans la construction. La charge physique inhabituelle et les nouvelles responsabilités familiales lui étaient difficiles. Il montrait un mécontentement croissant dans ses relations avec sa femme, qui ne comprenait pas les raisons de son irritabilité. Peut-être que le jeune homme souffrait d'avoir été forcé d'abandonner l'école et de travailler. Alors que ses pères profitèrent d'une jeunesse insouciante, la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille pesait sur les épaules de Mattie. Dans une petite ville, la famille Winkler traversait des épreuves difficiles. Mattie, fatiguée de son travail précédent, commença à chercher un nouveau poste dans sa région natale. Le destin mit la famille face à une sérieuse épreuve. La mère de Mary fut diagnostiquée d'une grave maladie. Au même moment, Mary attendait son deuxième enfant. Malgré tous les efforts des médecins de la clinique spécialisée et le soutien de la famille, la mère de Mary quitta ce monde au printemps 99. Ce fut une période difficile pour la grande famille. Il était difficile pour le père de s'occuper seul de 5 enfants. Les frères et sœurs adoptifs se tournaient de plus en plus vers Mary pour obtenir du soutien. Elle essayait d'aider, mais sa propre grossesse et les soins de l'enfant demandaient beaucoup d'énergie. Au début de l'été 99, la jeune famille Winkler décida de chercher son propre appartement. Les finances Pietego limitées. Ils choisirent donc une petite maison en construction dans le minuscule Pegram, où vivaient seulement 2000 personnes. L'église où Mattie obtint un poste de pasteur était à 15 km. Au moment de la naissance de leur deuxième fille, la famille s'était déjà installée dans la nouvelle maison. Après l'accouchement, Mary lutta contre des difficultés émotionnelles. En plus de s'occuper de ses propres enfants, elle continuait à prendre soin de ses frères et sœurs adoptifs. Son tempérament changeant causait du mécontentement non seulement chez Mary, mais aussi chez Mattie. Le mari avait un caractère dominant et insistait sur ses règles, trouvant du soutien auprès de sa femme. Plus tard, le lien de Mary avec sa famille se rompit, probablement en raison de la pression constante de leur part et des souhaits de son mari. Les connaissances décrivaient Mary comme une personne modeste, domestique et quelque peu inhabituelle. Les contacts sociaux lui étaient difficiles. Elle se tenait à l'écart et allait rarement vers les autres. Son humeur changeait souvent, ce qui pouvait provoquer la désapprobation de son mari. Son ascension professionnelle pendant cette période ajouta des tensions supplémentaires à la famille. Les deux époux traversèrent des moments difficiles. Matthew décida de déménager plus loin des parents de sa femme pour réduire leur influence sur la vie familiale. Après le déménagement de Pegram, la relation entre les époux s'améliora considérablement.
Mary se souvenait de cette phase comme difficile. Mais elle était heureuse que son mari et elle aient surmonté les difficultés et maintenu la famille unie. Ils achetèrent une maison dans la petite ville voisine de McMinnville. Mary se préparait à nouveau à devenir mère et rêvait d'une grande famille comme celle qu'elle avait eue dans son enfance. Malheureusement, la grossesse se termina prématurément. Dans leur nouveau lieu de vie, ils étaient entourés de voisins sympathiques qui aidaient Mary dans les tâches ménagères. Ils traitaient les enfants Winkler avec autant de chaleur que s'ils étaient leurs grands-parents. Matthew développait avec succès sa carrière spirituelle en tant que pasteur, ce qui nécessitait de fréquents voyages et de longues absences du domicile. Il espérait diriger l'église locale. Son épouse décida de soutenir le budget familial et prit un emploi à temps partiel. Aux yeux du public, ils étaient un couple religieux exemplaire. Durant cette période, Matthew enseignait également la Bible à l'école chrétienne Boyd. Ses collègues appréciaient son professionnalisme et sa capacité à inspirer les fidèles à suivre les traditions religieuses. Extérieurement, il jouissait d'un respect général. Cependant, les collègues qui travaillaient étroitement avec lui remarquaient son arrogance et l'atmosphère tendue qui se créait à son arrivée au bureau. Bien que sa femme lui apportât son déjeuner tous les jours, son comportement envers elle inquiétait son entourage. La secrétaire osa même exprimer son mécontentement à Matthew, car elle considérait un tel comportement inapproprié pour un mentor spirituel. Mais personne ne soupçonnait ce qui se passait derrière les portes closes de leur maison, où se révélait un tout autre aspect de son caractère. La situation changea lorsqu'une marque fut remarquée sur le visage de son épouse à la mairie. Cela suscita l'inquiétude des résidents. Elle le qualifia de coïncidence et évita les explications détaillées. Des discussions sur le comportement inapproprié de Matthew à la maison commencèrent à circuler. Cela affecta probablement sa carrière. En l'an 2004, il dut renoncer à son poste de pasteur. À sa place, on invita un autre prédicateur à la réputation irréprochable. Cela affecta durement Matthew, qui était maintenant sans emploi. La famille Winkler décida de déménager dans une autre ville pour recommencer à zéro. Là-bas, il trouva un poste dans l'église locale. À cette époque, ils reçurent une heureuse nouvelle. Mary attendait un enfant. Cependant, des difficultés surgirent également dans le nouvel endroit. Juste après le déménagement, des désaccords commencèrent avec les voisins à cause d'un chien derrière la clôture. Matthew s'inquiétait pour la sécurité. Son comportement dans la nouvelle église était notablement différent de son ancien poste. L'entourage le voyait comme un mari attentif et aimant, le chef d'une famille aisée. Il s'efforçait de maintenir cette image. Cela était confirmé par les amis proches de la famille Brad et Glenn, avec qui les Winkler passaient souvent du temps. Lors de l'anniversaire de mariage du couple, Glenn et Brad parlèrent de l'acquisition d'équipements de tir pour la protection. Mary mentionna son expérience de visite du stand de tir avec son mari. Ils avaient aussi un tel dispositif de protection chez eux, et les époux approuvaient cette décision de leurs amis. Plus tard, des événements étranges commencèrent dans la famille. Durant cette période, Mary, qui venait de devenir mère, s'inscrivit à l'université pédagogique. Elle aspirait à obtenir une éducation et à commencer une carrière. Mary rêvait de se consacrer à l'aide aux enfants ayant des besoins particuliers. Le 1er décembre 2005, Mary reçut une lettre inhabituelle. Un chèque de loterie avec un gain substantiel. Portée par cette chance inattendue, elle prit un risque. Elle emprunta de l'argent pour payer la prime d'assurance, puis s'adressa à la banque pour un montant supplémentaire en attendant le paiement du prétendu gain. La réalité s'avéra beaucoup moins rose. Le chèque était faux. Dans une tentative de sortir de cette situation difficile, Mary effectua une transaction bancaire douteuse de $6 500.
Son plan était trop simple et attira bientôt l'attention de la sécurité bancaire. Début février 2006, il devint clair que la transaction financière n'avait pas passé la vérification. À la recherche d'une issue, Mary loua une boîte postale et changea son adresse de correspondance à la banque. Cela indiquait son intention de répéter le schéma risqué. Elle ouvrit même un nouveau compte avec des coordonnées minimales, uniquement téléphone mobile et adresse postale. Il n'y avait que $100 sur le compte. À l'agence bancaire, Mary tenta de retirer $7 000 pour régler sa dette précédente. Ensuite, elle changea l'adresse de livraison pour la nouvelle boîte postale. Au même moment, son mari Matthew reçut de bonnes nouvelles de son père concernant l'amélioration de leur situation financière. Il ne se doutait pas de la situation difficile que sa femme avait créée. La famille y avait presque réglé ses dettes grâce à une indemnisation que Matthew avait reçue après un incident dans la rue quelques mois auparavant. Pendant que le chef de famille tentait de consolider leur situation financière, sa femme s'empêtrait dans des aventures risquées. Il semblait qu'elle essayait sincèrement de corriger la situation, mais elle ne faisait que la compliquer davantage. Le lendemain, la banque contacta Mary. On lui expliqua que l'opération violait la loi et que les fonds demandés n'étaient à pas sur le compte. Les employés insistèrent pour qu'elle vienne avec son mari pour un entretien avec le directeur. Au lieu de discuter du problème avec son mari, Mary continua de tout garder secret. Le directeur proposa un prêt de $5 000 pour régler les dettes. Cependant, comme il s'agissait d'un compte joint, Mary ne pouvait pas prendre de décision seule. Elle quitta la banque sans solution au problème. Plus tard, la banque la recontacta et l'avertit d'un possible signalement aux autorités. On lui proposa à nouveau un prêt pour régler la situation des chèques douteux. Mary promit de réfléchir à l'offre. Pendant qu'elle réfléchissait à la situation créée, quelque chose d'imprévu se produisit. Le 22 mars 2006, la famille Winkler devait assister à un important service religieux. Les membres de la congrégation attendaient toute la famille, les parents et leurs 3 filles, qui passaient habituellement du temps avec d'autres enfants pendant le service. Cependant, aucun d'entre eux n'est apparu à l'heure prévue. Cela a causé de l'inquiétude parmi les membres de la congrégation, car la pieuse famille du pasteur n'avait jamais manqué de tels événements auparavant. Après avoir attendu un moment, l'ancien a essayé de les appeler chez eux, mais sans succès. Ce comportement était totalement atypique pour les serviteurs de l'Église, d'autant plus que Matthew devait donner un sermon important ce jour-là. Les fidèles inquiets ont senti que quelque chose n'allait pas. L'un des serviteurs de l'Église s'est rendu à la maison de Matthew et Mary pour voir si tout allait bien. Les lumières de la maison étaient allumées et la télévision fonctionnait fort, mais personne ne répondait ni à la sonnette, ni au coup. Quand l'homme a regardé par les fenêtres, il n'a rien pu voir. Il a demandé l'aide des voisins et d'autres collègues de l'église. Après une longue recherche, des clés de rechange ont été trouvées dans le bâtiment de service. Vers 9 heures du soir, ils ont réussi à entrer dans la maison. Ce que les serviteurs de l'église ont vu les a mis en état de choc. Dans la chambre, ils ont trouvé Matthew immobile. Le pasteur portait un pyjama, ce qui suggérait que l'incident s'était produit pendant qu'il dormait. À ce moment-là, l'homme avait 31 ans. Les serviteurs de l'Église ont immédiatement composé le 911. Les spécialistes arrivés ont examiné la scène. Les enquêteurs ont dû demander aux voisins curieux de quitter les lieux. Les enquêteurs ont commencé leur travail, bien que la présence de personnes non autorisées ait rendu la recherche d'indices plus difficile. L'absence de Mary et des enfants, ainsi que de la voiture familiale, était particulièrement préoccupante. Leur localisation restait inconnue. Les membres de la congrégation s'inquiétaient de leur sort et ne comprenaient pas ce qui avait pu arriver à la famille du pasteur respecté de tous. Malgré certaines particularités de caractère, les époux Winkler avaient
toujours bien traité leur prochain et jouissaient d'un respect mérité dans la congrégation. Les autorités ont lancé une recherche urgente de tous les membres de la famille, inquiètes pour leur bien-être. À ce moment-là, personne ne se doutait des événements réels dans cette maison. Lors de l'enquête, les détectives ont découvert de graves irrégularités financières de la part de Mary. Sa réputation n'était pas aussi irréprochable qu'il y paraissait initialement. Ces découvertes ont changé le cours de l'enquête. La femme n'était plus considérée uniquement comme une victime potentielle, mais aussi comme suspecte de fraude documentaire. La recherche de Mary, des enfants et de leur véhicule a été immédiatement lancée. Les experts ont pu localiser son téléphone portable le jour même. Le signal provenait d'Orange Beach, une ville côtière de l'Alabama, à environ 600 km de leur domicile. Les agents locaux ont reçu un avis de recherche. Le 23 mars, le minivan des Winkler a attiré l'attention des autorités en raison d'une mauvaise manœuvre. Vers 19h30, 3 voitures de police ont encerclé le véhicule de Mary sur le parking d'un supermarché. Les policiers ont procédé avec une extrême prudence car il y avait des enfants dans le véhicule. Mary elle-même était au volant. Lors de son arrestation, elle a gardé un calme étonnant, a écouté ses droits sans émotion et s'est rendue au poste avec les enfants. À l'intérieur du minivan, on a trouvé du matériel de chasse, le même qui avait joué un rôle dans l'affaire. Les enfants de Mary, Patricia, 8 ans, Mary Alice, 6 ans, et Brianna, 1 an, étaient dans un état de confusion. Les filles aînées ont raconté la même histoire. Un inconnu était entré dans leur maison, leur mère s'était armée pour se défendre, mais l'étranger avait blessé leur père. Ils avaient dû fuir précipitamment pour échapper à une poursuite. Les filles étaient convaincues ces temps-ci que leur père recevait des soins médicaux. Mary a fourni des contacts parmi les parents qui étaient prêts à s'occuper temporairement des enfants. En 2 jours, elle avait parcouru une distance considérable avec eux et organisé de véritables vacances avec des visites de piscines et de parcs d'attractions. Il semblait qu'elle voulait passer autant de temps que possible avec les enfants avant l'inévitable rencontre avec la police. Cependant, ces actions n'ont fait qu'aggraver sa situation. La situation semblait grave. Outre la falsification de documents et les poursuites pénales, elle devait expliquer les circonstances mystérieuses dans la maison et l'état de son mari. Le matin suivant son arrestation, Mary décida de raconter sa version des événements. Elle raconta qu'il y avait eu un petit malentendu avec son mari dans la soirée, après quoi ils décidèrent de se reposer dans des chambres séparées. Dans l'armoire se trouvait un moyen d'autodéfense qui se retrouva plus tard dans ses mains. Mary décrivit ce qui s'était passé comme une série de souvenirs flous, comme dans un brouillard. Elle ne se souvenait que d'un bruit fort soudain et de son mari glissant du lit. La femme souligna particulièrement qu'elle ne pouvait pas se rappeler comment exactement elle avait pris l'objet et ce qui s'était passé ensuite, et ne trouvait aucune explication à ses actions. Le procureur porta des accusations graves. Grâce à l'aide de son père, qui hypothéqua sa maison, Mary fut libérée après 5 mois sous une caution de 750 000 $. En attendant la décision du tribunal, elle déménagea dans le Tennessee, où elle travaillait dans un pressing. Selon l'accusation, les actions de Mary étaient planifiées. Elle avait préalablement désactivé le téléphone portable de son mari, le privant de la possibilité d'appeler à l'aide. Elle connaissait l'emplacement du moyen d'autodéfense dans la maison, qu'elle prit sans entrave. Les enquêteurs établirent le rôle de cet objet dans l'incident. Seul le motif de ce qui s'était passé restait peu clair. Le voisinage se demandait ce qui était arrivé à la douce et silencieuse Mary et ce qui l'avait poussée à de telles actions. Les voisins décrivaient le pasteur comme une personne droite. Les enfants confirmèrent que Matty était un père attentionné
qui n'avaient jamais montré d'agression envers eux ou leur mère. On n'entendait pas de conflits sérieux dans la famille. Ce soir-là, les enfants se réveillèrent à cause d'un bruit fort et allèrent voir ce qui s'était passé. Au coin du couloir, les filles remarquèrent leur père au sol, mais leur mère, en les voyant, ferma rapidement la porte devant elles. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. L'accusation soupçonnait que Mary avait des difficultés financières qu'elle cachait soigneusement à son mari. Cela ne pouvait pas continuer ainsi longtemps. Lors de la prochaine vérification des documents bancaires, il aurait découvert les anomalies. Probablement qu'il avait déjà découvert la fraude, où elle décida d'agir préventivement. Les enquêtes révélèrent que l'histoire du chèque n'était que la pointe de l'iceberg. Mary avait envoyé de faux documents à 5 banques différentes et effectué des transactions d'un montant de 17 500 $. Les experts appellent ce schéma le kiting de chèques. C'est un type particulier de fraude financière dans lequel une personne augmente artificiellement le solde du compte en utilisant des fonds inexistants à la banque. Au cours de l'enquête, des témoins des conversations téléphoniques entre Mary et les employés de la banque ont été trouvés. Les gestionnaires ont insisté pour qu'elle vienne à une réunion sur les questions financières avec son mari. Il est remarquable que les banques aient essayé de trouver une solution pacifique sans recourir aux autorités policières. Mary évitait ces réunions et essayait de cacher la situation à son mari. Plus tard, dans la salle d'audience, elle a révoqué ses déclarations initiales, les expliquant par un état de fort stress. La défense a présenté la version selon laquelle les irrégularités financières avaient été commises par le mari lui-même, qui, selon ses dires, montrait un comportement despotique et forçait Mary à participer à des transactions douteuses. Une attention particulière a été accordée aux détails techniques de l'incident. Les défenseurs ont souligné que la préparation de l'objet aurait causé assez de bruit pour réveiller une personne endormie. Par conséquent, il a été préparé à l'avance pour son utilisation. Les avocats ont souligné que Mary ne connaissait pas l'état de l'équipement. Selon leur version, elle l'a pris uniquement pour démontrer le sérieux de ses intentions. Cependant, le procureur a exprimé des doutes sur la logique de cette explication et a questionné la pertinence de pointer un objet dangereux vers une personne endormie. Lors du procès, Mary a partagé des détails de sa vie familiale. Elle a présenté des preuves, une perruque et des chaussures à talons hauts qui ont provoqué une réaction émotionnelle chez elle directement dans la salle d'audience. Selon ses dires, son mari contrôlait chaque aspect de sa vie, jusqu'à la permission de se couper les cheveux. La peur et la honte l'ont forcé à garder le silence à ce sujet. Mary a rapporté un régime strict dans la maison et des mesures sévères pour toute déviation des règles. Elle a également exprimé son inquiétude quant au possible comportement inapproprié de son mari envers leurs enfants. En décrivant les événements de ce matin-là, Mary a raconté comment ils ont été réveillés à 6 heures par les pleurs de Brianna, âgée d'1 an. Le mari en colère l'a réveillée brutalement et lui a exigé de calmer leur fille. Quand la petite a continué à pleurer, il est allé dans la chambre d'enfant et a pris la petite pour la faire taire. Mary, inquiète pour la santé de sa fille, l'a supplié de la lui rendre. Après qu'il ait rendu la petite et soit retourné dans la chambre, Mary a couché sa fille, a pris l'objet de tir et est allée dans la chambre où l'incident fatal s'est produit. Selon les récits de Mary, les événements de cette nuit-là ne se sont gravés que de manière fragmentée dans sa mémoire. D'abord, elle a vu Matthew allongé de façon inattendue sur le sol près du lit. À ce moment-là, elle pensait qu'il avait simplement trébuché et qu'il allait bientôt la poursuivre avec colère. Effrayée, Mary s'est enfuie de la chambre et s'est cachée, écoutant les bruits dans la maison. Quand le silence s'est prolongé trop longtemps, elle est revenue prudemment voir ce qui s'était passé. C'est alors seulement qu'elle a réalisé ce qui s'était passé d'irréversible.
Ses mains serraient l'objet de tir familier qui avait été acheté pour l'autodéfense. Confuse et effrayée, Mary a réveillé les enfants et a quitté précipitamment la maison. Plus tard, elle a essayé d'expliquer ses actions. Des années de pression émotionnelle, des conflits constants et la peur pour ses enfants avaient conduit à un état de conscience altéré. Ce soir-là, Matthew était allé se coucher comme si de rien n'était après une autre crise de colère envers sa femme et les enfants. Ce fut la goutte d'eau. Mary fit l'irréversible sans être consciente de ses actions à ce moment-là. Cependant, l'accusation a présenté une image totalement différente des événements. Le procureur a jugé la version de Mary peu crédible et a souligné qu'elle différait considérablement de ses déclarations initiales. Il a admis que Matthew avait pu être un chef de famille exigeant et dominant, mais selon lui, le véritable danger venait de Mary. Le procureur a allégué qu'elle avait pris une mesure désespérée pour cacher ses manœuvres financières à son mari. Le cas complexe était entre les mains du jury. Il devait examiner des montagnes de documents, écouter de nombreux témoins et prendre l'une des décisions possibles. Les options allaient du cas le plus léger, 1 an de prison, au plus sévère, la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, avec perte de la garde. Le 19 avril 2007, après 8 heures de délibération, le jury a annoncé son verdict. Ils ont trouvé Mary coupable d'actions non intentionnelles. C'était l'option intermédiaire entre les extrêmes. Tout le monde s'attendait à ce que le tribunal impose au moins 6 ans de prison. Mais la décision fut surprenante. 210 jours en tenant compte des 5 mois de détention provisoire déjà purgés. Ensuite, Mary a été envoyée dans un centre spécialisé pour réhabilitation pendant 2 mois, puis libérée. Le tribunal a justifié cette décision clémente en disant qu'il croyait aux déclarations de l'accusé concernant la pression psychologique de années qui l'avait poussé au désespoir. Les habitants de la petite ville ont montré une compréhension surprenante pour l'action de Mary. L'histoire des chaussures pour certaines danses a particulièrement impressionné le public. Les femmes locales étaient d'accord pour dire que l'obligation de porter de telles chaussures constituait une forme de coercition morale et ont exprimé leur soutien à l'accusé. Le procureur a insisté sur une peine plus sévère. Selon lui, la situation nécessitait une classification différente, car Mary avait elle-même pris la décision d'entrer armée dans la chambre. À ce moment-là, elle agissait consciemment. Cependant, ces arguments n'ont pas trouvé d'écho auprès du jury. De nombreuses demandes de l'accusation pour rouvrir l'affaire sont restées sans suite. Cette décision judiciaire a suscité une grande résonance publique, particulièrement chez les parents de Matthew, qui ont considéré le verdict comme une moquerie de la justice. En août 2008, Mary a obtenu la garde complète de ses 3 filles, qui étaient jusqu'alors chez les parents de Matthew. Une sérieuse bataille juridique s'est engagée pour le droit d'élever les enfants. Les parents ont insisté sur le fait que Mary n'était pas un modèle approprié pour les enfants, pointant ses problèmes de contrôle émotionnel et ses possibles réactions inappropriées dans des situations de stress. Néanmoins, le tribunal s'est rangé du côté de la mère. Concernant les irrégularités financières dans lesquelles son mari était prétendument impliqué et auxquelles il forçait Mary, aucune accusation n'a été portée contre elle. Elle a travaillé pendant un temps dans un pressing, puis a trouvé un emploi dans une garderie près de McMinnville. Cependant, en raison de l'attention accrue de la société et de la presse, elle ne restait nulle part longtemps. Aujourd'hui, Mary, qui a atteint l'âge de 50 ans, préfère éviter l'attention publique. L'information sur son lieu de résidence actuel reste confidentielle.